Bonjour Véronique Lefebvre-Desnouettes. Bonjour. Demain aura lieu la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, une maladie qui touche 1 million de personnes en France, une maladie qui fait peur, perte de mémoire, confusion de temps, de lieux, troubles du langage. Aujourd'hui, que sait-on faire pour combattre la maladie d'Alzheimer ? Alors il faut d'abord être tout à fait honnête, je ne sais pas la guérir, mais vous avez raison, on peut la combattre. Parce que nous avons 2 informations que je veux donner à vos auditeurs. Première chose, on ne perd pas des neurones de la naissance à la mort, il y a la plasticité neuronale. Et plus on va booster son cerveau, plus on va avoir une réserve cognitive qui va permettre de retarder les effets de l'âge sur notre système cognitif. Et la deuxième chose, il y a une prévention dans la maladie d'Alzheimer qui fait que lorsqu'on lutte contre les facteurs de risque vasculaire, c'est-à-dire l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol, lorsqu'on a une bonne hygiène de vie, on fait reculer de plus de 30% les cas de maladie d'Alzheimer qui seraient apparus sinon. Donc, bonne hygiène de vie et puis booster son cerveau. Alors, comment on booste son cerveau ? Eh bien, ce qu'on fait en ce moment. Comment ça ? Se parler, avoir des activités, sortir de son isolement. Et on sait que les personnes âgées qui représentent le gros des malades d'Alzheimer, eh bien, souffrent d'isolement. Donc ça, il faut absolument sortir de chez soi. La solitude, par exemple, peut avoir un effet sur la maladie d'Alzheimer ? Absolument. La dépression, le fait de ne pas bien entendre, pas bien voir, donc il faut porter des lunettes, se faire appareiller. Le fait d'être curieux de la vie. Regardez ce magnifique centenaire qu'est Edgar Morin. Il est curieux de la vie, il n'a pas du tout de trouble cognitif. Ce que je comprends, c'est que c'est une stimulation intellectuelle qui engendre une baisse du risque de la maladie d'Alzheimer. Mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un gym cerveau. Hein. Le quotidien peut suffire dans une routine de vie qui peut tout à fait améliorer les fonctions cognitives. Donc je n'ai pas de médicaments pour guérir, mais il y a de nouveau un espoir du côté des médicaments, puisque, rappelons-le, la maladie d'Alzheimer, c'est dans le cerveau un agglomérat de 2 protéines anormales, la bêta-amyloïde qui fait des plaques séniles entre les neurones et la protéine Tau qui fait une dégénérescence à l'intérieur des neurones. Et aujourd'hui, la Food and Drug American a donné une autorisation de mise sur le marché pour un médicament qui s'appelle le Lecampi. C'est un médicament qui est lié à des anticorps comme un vaccin. On vous vaccine 2 fois par mois avec ce médicament. Ça a été testé sur 18 000 personnes. Et ça pourrait faire baisser le risque ? Ah mais complètement. Ça a fait baisser sur les formes jeunes et sur les formes très précoces de 1/3 de malades. Donc c'est un énorme progrès. On n'en est pas là en France. Il y a eu des effets secondaires qui ont été aussi, vous savez, dès qu'on développe un médicament, malheureusement, il y a des effets secondaires. Mais c'est un formidable espoir. Et ça date du mois de juillet 2023. Il y a des espoirs. Il y a 100 molécules qui sont en ce moment dans les tuyaux, avec des pistes sur l'anti-inflammation, avec des pistes sur les vaccins ARN messagers. Donc plein d'espoir pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Pour autant, aujourd'hui, c'est une maladie qui inquiète. On a l'impression tous d'avoir un grand-parent, un parent qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Pour les proches aussi, c'est terrible. C'est terrible pour les proches parce que dès l'annonce du diagnostic, qui intervient encore trop tard aujourd'hui dans nos consultations mémoire, on voit des patients où la démence est déjà installée, eh bien, ils deviennent des aidants. Eh bien, c'est pas facile d'endosser ce rôle-là parce que vous allez... ça va s'inscrire dans la durée. On a l'impression que son proche change. Oui, le proche change, le proche s'épuise. Il faut que les aidants soient absolument pris en compte dans la noria de personnes qui interviennent autour du malade d'Alzheimer. C'est une maladie qui va devenir chronique, qui est liée à l'âge, au grand âge. Il y a certes 1% de malades génétiques, héréditaires, de malades jeunes, 1%. 99%, ce sont des malades âgés, polypathologiques dont je m'occupe. Donc 99% des malades d'Alzheimer ne sont pas malades à cause de la génétique. Non, exactement. C'est ça qu'il faut retenir. C'est exactement ça qu'il faut retenir. Donc arrêtons de se dire c'est une maladie génétique. Absolument. Il n'y en a pas dans ma famille, donc je ne l'aurai jamais. Il ne faut pas dire ça. Et en plus, je veux rassurer ceux qui disent un gène fait un destin. Non, un gène ne fait pas un destin. C'est pas parce qu'on est porteur de ce gène que c'est un facteur de susceptibilité qu'il faut connaître, bien sûr. Docteur, que faut-il penser, que vous disent aussi les malades d'Alzheimer qui viennent vous voir ? Parce qu'au début, ils sont conscients qu'ils sont en train de, perdre la mémoire, perdre la tête quelque part. Alors au début, surtout chez les gens de haut niveau, il peut s'installer une dépression et parfois des réactions catastrophiques à l'annonce du diagnostic. Parce qu'on imagine mal finir sa vie avec
plus de cerveau, en étant des minces, privés d'esprit. Moi, j'ai fait une thèse de philosophie pour montrer que, justement, ces des minces pensaient encore et avaient de l'esprit jusqu'au bout. Et c'est très important de le faire savoir. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que on vous annonce une maladie d'Alzheimer que tout est à jeter, que la personne va être rejetée par la société. Il faut inclure nos malades d'Alzheimer comme des personnes ayant un handicap cognitif que l'on peut ralentir, et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous voulez dire par là quand vous dites philosophiquement, ils ont encore quelque chose à apporter à la société? On se dit, mais quoi? Échanger. Dès lors que vous avez il y a une narrativité, ils sont tout à fait en capacité de raconter leur vie dès lors que vous installez une relation de confiance et une rencontre qui est vraie. Moi, les patients qui sont, on me dit, c'est pas la peine d'y aller, de toute façon, ils vous écoutent pas, ils vous comprennent pas, ils vous griffent, puisque je suis la seule psychiatre pour les 1000 lits de gériatrie de mon hôpital. Mais au contraire, j'y vais. Et jamais, vous voyez, je suis devant vous, je ne suis pas du tout abîmée par mon métier que j'adore, et que j'arrive toujours à obtenir quelque chose de leur vie, de ce qu'ils ont fait, de leur métier. Alors, certes, ils perdent dans le temps, dans l'espace, des repères. Mais quand on connaît leur histoire, on peut leur redonner ces repères. Et jusqu'au bout, vous avez des êtres humains, des personnes humaines en face de vous, et pas une maladie avec un cerveau lésé et un corps qui s'abîme dû au grand vieillissement. C'est absolument pas ça que j'ai en face de moi. Ce sont des personnes qui ont certes des difficultés, mais c'est à moi de donner une cohérence à ces personnes-là. En termes de diagnostic, que sait-on faire aujourd'hui? Alors on sait très bien faire un diagnostic. Et c'est pour ça qu'il faut que vos auditeurs n'hésitent pas, au moindre doute, à aller dans les consultations mémoire de proximité. Il y en a 413 en France. Il y a un bon maillage. Et il faut qu'ils voient la psychologue qui fera un bilan neuropsychologique, la gériatre qui fera tout le panel des antécédents médicaux, familiaux ou personnels. On va faire une prise de sang, on va faire une IRM, c'est-à-dire une imagerie centrée sur les zones hippocampiques qui sont les petites zones du passage obligé de la mémoire. Et on sait très bien aujourd'hui grader ces zones parce qu'il y a une atrophie dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'une maladie d'Alzheimer prise en charge tôt, c'est une maladie d'Alzheimer qu'on sait mieux gérer? Bien entendu, il n'y aura pas de trouble du comportement. Ce sont des malades qui vont aimer encore la vie. C'est pas à nous de les condamner, c'est à eux de nous montrer qu'ils sont encore importants pour nous. Tout autre sujet à présent, mais après tout, est-ce vraiment un autre sujet? La fin de vie. Le projet de loi sur la fin de vie sera remis à Emmanuel Macron d'ici la fin du mois de septembre. Vous avez écrit un livre aussi, Mourir sur ordonnance, ou Être accompagné jusqu'au bout, c'est aux éditions du Rocher. Vous dites qu'on ne peut concomitamment développer les soins palliatifs et l'aide active à mourir, qui est le projet de ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que je suis médecin et que j'accueille, et en plus psychiatre. Donc je ne peux passer ma vie à accueillir toutes les souffrances et les douleurs et les traiter de façon cohérente et dire, dans un coin du service, sur des demandes de gens bien portants, dédier une partie de mon équipe à accéder à cette demande. Parce que j'explique longuement dans mon livre, à travers de nombreux témoignages, on sait lutter contre toutes les douleurs. Et on doit le faire. Vraiment, je suis tout à fait opposée au dolorisme. C'est-à-dire qu'on gagnerait son paradis en souffrant. J'explique bien les paliers, j'explique ce que l'on doit faire. On ne doit pas laisser souffrir un malade en fin de vie. Et c'est quelque chose que l'on sait faire. Il faut rassurer. C'est le mal mourir qui fait peur. Et on sait l'évaluer, la douleur. Vous dites ça, c'est très intéressant. On sait très bien évaluer la douleur des personnes. Toutes nos équipes le sont. On n'hésite plus du tout aujourd'hui à donner des morphiniques. La loi Claes-Leonetti actuelle nous permet de sédater nos malades en fin de vie polypathologiques jusqu'à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Est-ce qu'elle répond vraiment à toutes les situations ? Non. Ce qu'on reproche à cette loi, c'est qu'il y a des situations où on ne sait pas quoi faire. Clairement, non, bien entendu. Notamment les malades qui sont atteints d'une maladie de Charcot, qui est une maladie neuroévolutive, dont on sait l'issue. Mais une loi ne répondra jamais, quelle qu'elle soit. La loi Claes-Leonetti ne répond pas, c'est de la casuistique, de la singularité, ce que je montre dans mon livre. Qu'est-ce que vous expliquez par là ? Eh bien, c'est du cas par cas. Voilà mon histoire, voilà les dents avec lesquelles je vis, voilà cette personne qui attend sa petite fille qui vit aux États-Unis avant de rendre son dernier souffle. Eh bien, évidemment, on ne va pas laisser souffrir inutilement nos malades. Croyez-vous qu'on a laissé s'étouffer nos malades pendant la Covid ?
qu'elle allait mourir alors qu'on n'avait pas accès à la réanimation? Mais certainement pas. Nous sommes des médecins. Nous devons accueillir ces détresses et ces souffrances, notamment moi qui suis psychiatre, et les personnes qui veulent se suicider. Moi, je suis fière quand elles m'ont vue et que j'ai donné un traitement adéquat et que j'ai leur tenu la main, qu'elles aient encore envie de vivre. Donc ça, on ne peut pas renoncer à nos valeurs d'éthique. On ne peut pas renoncer au fait que nous devons accompagner un être humain qui va partir. Il faut développer les soins palliatifs. Dans mon hôpital, nous n'avons pas d'unité de soins palliatifs de 1000 lits de personnes âgées. Nous n'avons que 4 lits identifiés, une équipe mobile. Le déploiement de soins palliatifs fait consensus partout. Oui, partout. L'aide active à mourir semble faire consensus. Un sondage de l'IFOP disait en avril que 70% des Français sont favorables à promouvoir une aide active à mourir. Oui, ce sont des Français en bonne santé. Je vais en bas, je fais un micro-trottoir, j'obtiens le même chiffre. Mais si c'est votre grand-mère, si c'est votre oncle, votre tante, un proche, mais les choses vont complètement changer. Il y a cette temporalité-là qu'il faut pouvoir se donner. Est-ce que ça n'est pas lié aussi au fait qu'on ne sait pas gérer les personnes âgées dans notre société? Est-ce qu'on est très mal à l'aise à l'idée de devoir accompagner les personnes âgées? Vous disiez que vous êtes psychiatre dans un hôpital où il y a 1000 lits en psychiatrie. Vous êtes en gériatrie, vous êtes la seule psychiatre. Oui, bien sûr, c'est lié, puisque on ne veut pas se projeter dans ce vieux dément auquel je ne veux pas ressembler. Donc c'est la dernière année de vie qui coûte la plus chère. Il ne rapporte que des souffrances et aucun bonheur. Eh bien, supprimons cette dernière année de vie. Eh bien, évidemment, nous nous battons contre l'agisme. Moi, j'ai écrit un livre sur Vieillir n'est pas un crime pour en finir avec l'agisme. Cet agisme qui court les rues, c'est une catastrophe parce qu'on assigne les vieux à disparaître. Je vaux plus rien, je suis un poids pour ma famille. Eh bien, autant que je demande l'euthanasie. Il y a eu un très beau film japonais qui s'appelle Plan 75 qui a bien montré qu'aujourd'hui, on assigne les vieux au Japon à disparaître et à demander et à réclamer l'euthanasie. Est-ce que c'est ça le projet de société que l'on veut? Il y a les gens qui vont mourir, que l'on doit accompagner. C'est beau de vieillir, c'est magnifique. Est-ce qu'on va euthanasier monsieur Edgar Morin? Certainement pas. D'abord, il ne le demande pas. Et je crains que la société demande que nos malades âgés, Alzheimer, polypathologiques, disparaissent. Est-ce que la psychiatre que vous êtes fait une distinction entre l'aide active à mourir et le suicide? Bien entendu. L'aide active à mourir comporte 2 volets. On ne veut pas le dire, mais vous avez l'euthanasie, qui est l'administration d'un produit létal, avec la mort qui intervient immédiatement. L'intentionnalité est de donner la mort. Le suicide assisté, il faut que la personne soit en capacité de prendre elle-même le produit létal. Donc c'est déjà un oxymore, le suicide assisté. Moi, je vous dis, je sauve des gens et des vies et j'en suis fière et heureuse. Et pour eux et pour la société. Qu'est-ce que c'est que cette société où il y a 200 000 tentatives de suicide par an, 10 000 morts par an? On dirait, finalement, on les réanime plus. On s'en occupe pas. Mais c'est pas possible. Donc on peut pas nous demander à faire des choses qui sont en contradiction totale avec nos valeurs d'éthique. Merci beaucoup, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Vous publiez Mourir sur ordonnance ou être accompagné jusqu'au bout. C'est aux éditions du Rocher. Vous publiez également Que faire face à Alzheimer, également aux éditions du Rocher. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de RCF.